Les coronavirus est un groupe important des virus qui infectent l'homme et les espèces animales. Et alors, il a été découvert, isolé, donc, vers les années 60, à partir des sujets enrhumés. Et donc, c'est un agent causal de rhume. De la même manière que les rhinovirus qui causent déjà le rhume, nous les connaissons depuis très longtemps. Il appartient au ordre des nidovirales. Cet ordre-là est composé de deux familles. Nous avons la famille des coronaviridae et des artériviridae. Et la famille des coronaviridae comporte deux genres. Nous avons le coronavirus et le torovirus. Mais nous allons aujourd'hui parler des coronavirus. La famille des coronaviridae compte un grand nombre de virus qui peuvent causer, n'est-ce pas, des maladies banales très diverses chez l'homme. Et ces maladies peuvent évoluer, n'est-ce pas, de cette banalité jusqu'au syndrome respiratoire aigu sévère que nous appelons SRAS. Et alors, la COVID, qu'on en parle aujourd'hui, est une maladie due au syndrome respiratoire aigu sévère, COV-2. Donc, c'est une infection, les SRAS-CoV-2. Et on a appelé le coronavirus tout simplement à cause de sa forme en couronne qui a été observée en microscopie électronique. C'est pourquoi il a été baptisé coronavirus. Voilà. Si je reprends cette image, c'est tout à fait normal parce que je vais parler des molécules antivirales en fait, qui agissent sur... Il y a certains d'entre eux qui vont agir sur la structure du virus. Nous avons les SPIC qui sont des glucoprotéines et en vert là nous avons l'enveloppe du virus, donc enveloppe virale. Et il y a certaines molécules qui agissent sur les glucoprotéines ici pour déstabiliser les virus et à ce moment-là, les virus n'ont plus d'effet. Et il y a certains produits qui agissent sur ces glucoprotéines pour déstabiliser, n'est-ce pas, la structure du virus et le rendre défectif. Et là, nous avons une structure avec la forme typique qui est la capside virale. Et en spirale, c'est les noyaux, c'est l'ARN viral. Nous avons une protéine là-bas, la protéine N. Cette protéine est très impliquée, il est accusé aujourd'hui, mais il semble que la virulence que nous connaissons aujourd'hui se réduit à la présence de cette protéine N. Certains auteurs avaient déjà affirmé, à partir de 1998, que le coronavirus était capable d'évoluer et de s'adapter pour engendrer des variants dont le pouvoir pathogène était modifié en faveur du virus. Donc, il y a eu une étude, la même année, une étude menée par le français, une étude qu'ils avaient nommée Hérosurveillance, cette étude évoque une transmission interhumaine très élevée par rapport au début de l'épidémie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Effectivement, au début de l'épidémie, la transmission interhumaine n'était pas élevée. Mais c'est maintenant que l'épidémie, quand l'épidémie a évolué, que nous constatons que la transmission interhumaine est plus élevée. Les mêmes données indiquent également qu'une fréquence élevée des formes bénignes parmi les personnes qui sont infectées. C'est vrai, nous le disons, il n'y a pas beaucoup de cas, mais nous ignorons totalement les gens qui sont infectés et qui ne présentent pas de symptômes. Donc, dans cette épidémie ou la pandémie aujourd'hui, il y a beaucoup de formes bénignes de la maladie qui sont ignorées, personne ne les a testées et nous pensons que ce que nous disons sur les Covid, les données sont approximatives. Donc, il y a beaucoup de formes bénignes parmi les personnes qui sont infectées. Et ceux qui sont déclarés, peut-être ce sont des personnes qui manifestent des symptômes. Le virus a une grande capacité de mutation par recombinaison qui peut conduire à la naissance de mutants beaucoup plus virulents. Alors, la prise en charge précoce par le schéma thérapeutique Bela-Uniloux 20. Ce protocole a été conçu en 2012 par le professeur Ekwalanga, qui est mon maître, ainsi que moi-même, votre serviteur, depuis 2012. Nous avons conçu ce protocole
pour lutter contre le VIH chez les personnes qui étaient en échec thérapeutique. Alors, à cette période, nous avons utilisé l'interféron alpha seulement. Mais nous devrions utiliser la chloroquine aussi. Malheureusement, la chloroquine n'était pas disponible. Et cela nous a permis de faire une petite étude préliminaire parce que les interférons coûtent cher et nous avons soutenu l'étude nous-mêmes avec nos propres frais. Alors, nous avons à cette époque traité 30 patients qui étaient en échec thérapeutique, c'est-à-dire ce sont des patients qui prenaient les antirétroviraux, mais ils gardaient toujours la charge virale élevée. Nous les avons soignés pendant 45 jours avec l'interféron alpha de marque Immunoplex en sublingual. Et au bout de 45 jours, ces patients se sont révélés avec des charges virales indétectables et avec des taux de CD4 très élevés. Contrairement au traitement avec les antirétroviraux qui projettent une indétectabilité de la charge virale après 6 mois de traitement. Mais malheureusement, comme la recherche n'est pas soutenue, nous nous sommes arrêtés à cette étude. Les protocoles Bela-Unilou, aujourd'hui, c'est une combinaison de 3 molécules. Nous avons les interférons de type 1, que nous appelons donc l'interféron alpha ou bêta, et bêta plutôt, et l'interféron de type 2, représenté par l'interféron gamma. Nous avons la chloroquine et les antioxydants. Toutes ces 3 molécules, ce sont des molécules qui sont connues, qui ne sont pas létales, qui ne sont pas toxiques et qui s'utilisent de manière isolée dans d'autres pathologies. Si nous les utilisons ici, ce sont des molécules qui ont un effet sur le système immunitaire et qui n'ont aucun effet antagoniste, mais au contraire, ce sont des molécules qui ont une synergie et qui se complètent. Alors, sur base de leurs effets sur le système immunitaire, nous avons proposé ça pour lutter contre un groupe de virus. Au fait, c'est un traitement qui est non spécifique, qui s'applique sur un groupe de virus qui a des similitudes. Et quelles sont ces similitudes? Ce sont des virus d'abord enveloppés, ce sont des virus qui possèdent la transcriptase, ce sont des virus qui se multiplient, soit partiellement ou totalement, dans le cytoplasme. Et parmi ces virus, jusqu'à présent, nous avons sélectionné les virus du VIH, les virus des hépatites B et C, les virus de la famille des filoviridae, c'est-à-dire le virus Ebola, le virus de Marburg. On peut appliquer, n'est-ce pas, ces schémas. Et aujourd'hui, le coronavirus, parce que le coronavirus répond, n'est-ce pas, aux critères que nous avons choisis là-bas. Qu'est-ce que ces molécules font? Ces molécules stimulent, réactivent, boostent et même réorientent le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est un système de défense qui nous protège 24 heures sur 24 heures. Si aujourd'hui nous sommes tous là debout, c'est parce que nous avons un système de défense très fort qui nous protège. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, avec ces schémas, renforcé seulement ce système pour qu'il nous prenne davantage en charge comme il a toujours fait, afin qu'il puisse éliminer, n'est-ce pas, les coronavirus. Et chaque molécule-là a son rôle sur le système immunitaire. Je vais juste parler brièvement sur ça, je ne vais pas entrer en profondeur. Les interférons, donc les interférons de type 1, c'est-à-dire les interférons alpha et bêta. Normalement, une cellule de l'organisme qui est infectée par un virus, de manière naturelle, cette cellule produit les interférons alpha et bêta. Alors, que font ces interférons? Ces interférons produits par la cellule vont encore agir sur cette cellule qui l'a produite pour produire des protéines antivirales selon que le virus est enveloppé ou le virus possède la transcriptase. La cellule va produire 2 substances antivirales que nous appelons Apobec 3J et la tétérine. Et chaque protéine
va agir, n'est-ce pas, sur la particule virale pour essayer de l'éliminer. Alors, la chloroquine, je vous ai montré la structure du coronavirus. La chloroquine, bien sûr, elle était auparavant connue sur ses actions antiparasitaires. On a utilisé longtemps dans notre pays pour lutter contre les paludismes. Mais ici, nous l'avons utilisé pour des raisons autres que antiparasitaires. La chloroquine agit plutôt sur les glycoprotéines que je vous ai montrées, qui sont comme les SPIC là. Il agit au niveau de l'enveloppe virale, plus précisément au niveau de ces glycoprotéines. La chloroquine va essayer de déstabiliser le virus à ce niveau-là et le virus devient défectif et donc non infectieux, il ne peut plus rien faire. Mais la chloroquine a un autre rôle. Il essaye d'orienter la réponse immunitaire vers une réponse à médiation cellulaire que nous appelons immunité à médiation cellulaire, puisqu'il y a aussi immunité humorale, une immunité qui consiste à produire les anticorps. Mais la réponse anticorps contre le virus n'est pas une bonne réponse. La réponse qui est bonne contre le virus, c'est la réponse à médiation cellulaire qui va produire beaucoup d'autres substances toxiques pour éliminer les virus. Alors, la chloroquine, dans ses actions sur le système immunitaire, va orienter la réponse vers une immunité à médiation cellulaire qui est très efficace contre les maladies virales. Certaines écoles à travers le monde ont utilisé une ou deux de ces molécules que je viens de citer. Donc la chloroquine, les interférons, sauf bien sûr les antioxydants. Nous sommes les seuls à avoir utilisé les antioxydants. C'est le cas par exemple du schéma cubain. Aujourd'hui, les Cubains utilisent l'interféron alpha-DB. Il y a le schéma chinois qui utilise la chloroquine et les interférons. Le schéma français du professeur Raoul, qui a été tiré du schéma chinois, qui utilise la chloroquine et l'azithromycine. Et enfin, notre schéma, Bela-Inulu, qui combine, voilà, l'interféron alpha ou bêta, selon le cas. Si nous avons l'interféron alpha, nous l'utilisons. S'il n'y a pas d'interféron alpha, on utilise l'interféron bêta. Et l'interféron gamma, la chloroquine et les antioxydants. Aujourd'hui, nous pouvons dire que notre schéma est le seul d'être considéré comme le schéma congolais. Nous avons l'avantage avec le schéma Bela-Inulu d'utiliser ce schéma en prévention et en traitement curatif. Donc, pour les individus qui sont sains, c'est-à-dire les individus comme le personnel médical qui est exposé, les vendeurs dans les supermarchés, vous voyez les caissiers là qui reçoivent tout le monde, ainsi que les autres personnes, même au niveau de l'immigration, qui reçoivent tous les voyageurs. Eux, ils peuvent prendre l'interrompre, le mettre sous interféron alpha ou bêta, la chloroquine et les antioxydants. Et cela va dépendre de la dose. Les traitements préventifs ne prennent que 5 jours. Chez les personnes asymptomatiques, c'est-à-dire ceux qui sont infectés mais qui ne présentent pas le signe, eux aussi vont utiliser le même schéma thérapeutique et avec des doses différentes. Maintenant, chez les personnes malades, eux, ils utilisent l'interféron alpha, l'interféron gamma, la chloroquine et les antioxydants. Je n'ai pas parlé de l'interféron gamma. L'interféron gamma est très important. L'interféron gamma agit sur la cellule qui est infectée par le virus. Et en agissant sur cette cellule, la cellule devient suractivée. Elle devient suractivée comment? Elle produit beaucoup de substances toxiques qui vont se mettre à éliminer les virus. Si vous vous souvenez encore, il y a quelques mois, le président Trump avait parlé de l'eau de Javel. Il avait demandé qu'on puisse injecter aux gens l'eau de Javel. On lui a donné les explications, mais il avait mal compris. Il allait tuer tout le monde. Non. On ne peut même pas donner ça. Donc, je disais qu'une cellule qui est infectée par le virus, il va produire des substances
qui sont toxiques, donc les enzymes qui sont acides, les substances acides comme le monoxyde d'azote, et il produit parmi les substances acides là, il produit aussi l'hypochlorate d'hydrogène qui est l'eau de Javel. Alors, quand nous donnons l'interféron gamma, là, c'est pour que l'interféron gamma puisse réactiver la cellule infectée et qu'il produise en excès toutes les substances dont je venais de citer, qu'on appelle les radicaux libres ou les substances, les espèces oxygénées actives. Ce sont des espèces très importantes pour détruire les micro-organismes d'une manière générale. Et parmi ces substances, nous avons l'eau de Javel dont lui a parlé. C'est pourquoi vous voyez dans la solution ici qu'on utilise pour se laver les mains, on utilise l'eau de Javel à 10%. Même au laboratoire, c'est très conseillé l'eau de Javel à 10% pour nettoyer les différentes paillasses, le mettre tout le temps. Donc l'eau de Javel est très active pour lutter contre le virus et la cellule elle-même produit, n'est-ce pas, l'eau de Javel et les autres radicaux libres. Et les radicaux libres, quand ils sont produits, je vais parler des antioxydants après, quand les radicaux libres là et les espèces oxygénées actives sont produites par la cellule, l'organisme doit produire aussi les antioxydants pour essayer d'éliminer les radicaux libres en excès. Mais malheureusement, l'organisme n'est pas capable toujours de produire une grande quantité d'antioxydants. C'est pourquoi il faut un apport exogène en antioxydants. Je vais en parler un peu plus tard. C'est très important pour résoudre les problèmes de stress oxydant. Bien. Quel est l'intérêt du schéma Bella-Inulu pour les miniers? Nous avons dit sur la DA précédente que notre protocole avait un avantage d'être utilisé en prévention et en traitement curatif. Pour le secteur minier, là, j'ai beaucoup apprécié l'exposé du docteur Nawed qui a vraiment donné les indications claires. Je me disais, est-ce que quand je vais parler, on va me comprendre, mais il vient vraiment de conforter mes idées. Parce qu'il a dit que beaucoup de cas dans la province proviennent des entreprises minières. Alors, qu'est-ce qu'il faut au niveau des entreprises minières? Dès que le diagnostic clinique est posé, il faut utiliser le traitement en prévention, c'est ce que je venais de dire. Pourquoi? C'est pour bloquer les chaînes de transmission et réduire les risques d'aggravation de la maladie. Il faut directement utiliser le traitement. Par exemple, si un individu a été testé positif, il doit être mis directement sous traitement et lui et son entourage pour éviter que les traitements, le virus plutôt, se propage. Et c'est là, au niveau du secteur des entreprises minières, ça va réduire le temps d'arrêt de travail pour les agents et préserver le rendement. Donc, on n'aura pas à mettre quelqu'un en quarantaine, mais si on lui donne les traitements, il continue à travailler, il n'y a pas de problème. En quelques mots, je peux dire que dans la vie, il faut savoir anticiper. Pourquoi je l'ai dit? Le 18 février 2020, nous avons prévenu et présenté ces schémas thérapeutiques lors d'une matinée scientifique à l'université de Lubumbashi devant le recteur de l'université et les autres scientifiques. Et nous avons attiré l'attention sur l'importance de la chloroquine. La chloroquine, là, personne n'a parlé, il fallait attendre que le professeur Raoul en parle pour que nous nous mettons à courir derrière les stocks de la chloroquine à travers le monde. Ce n'est pas normal. Nous étions à ce moment, le 18 février, le premier chercheur à travers le monde à parler du schéma thérapeutique. Personne n'avait encore parlé. Mais personne ne nous a écoutés. Et à la même période, donc au cours du même exposé, nous avons également attiré l'attention sur l'importance de l'interféron, qui est aujourd'hui utilisé avec succès par la brigade médicale cubaine à travers le monde. Mais jusque-là, jusqu'au moment où je parle ici,
le pays n'a pas encore constitué les stocks des interférons. Donc, et pourtant, ça donne des résultats. L'interféron alpha 2 bêta, 2B seulement, ça donne des résultats encourageants, donc ça guérit de malades. Mais nous avons utilisé la combinaison des trois. Nous avons la chloroquine, nous avons les interférons. Et jusque-là, nous sommes les seuls au monde aussi à avoir introduit l'interféron gamma. Je vous l'ai dit pourquoi nous introduisons ça. Parce que ça vient suractiver la cellule qui est infectée pour que cette cellule puisse produire beaucoup de radicaux libres et les radicaux libres qui vont prendre en charge, n'est-ce pas, l'agent pathogène et l'éliminer à travers un mécanisme que nous appelons la phagocytose. Ceux qui sont du domaine médical peuvent bien comprendre ça. Quelle est l'importance maintenant des antioxydants, surtout dans le secteur minier? Donc, les conditions dans lesquelles les agents travaillent dans le site minier, ce sont des conditions qui provoquent les stress oxydants. Et les stress oxydants, c'est quoi? C'est ces déséquilibres qu'il y a entre le système de défense antioxydant et la production des radicaux libres dont je venais de vous parler et des espèces oxygénées actives. Alors, ces déséquilibres est dû à plusieurs facteurs exogènes, notamment les déficits nutritionnels en antioxydants. Je vais vous démontrer comment nous avons, nous tous ici, les déficits nutritionnels en antioxydants. Les infections, les modes de vie. Il y a des gens qui vivent d'une manière précaire, ils n'ont pas de réserve en antioxydants. L'exposition environnementale à des facteurs pro-oxydants comme la pollution. Nous vivons souvent dans des milieux, ceux qui sont dans les secteurs miniers là, vivent dans un environnement qui est pollué. Et il y a aussi des facteurs exogènes qui provoquent des stress, comme le cas de pathologie, les cancers, le VIH-Sida et la surproduction endogène d'origine inflammatoire, donc des maladies inflammatoires, notamment la drépanocytose, provoque beaucoup de stress oxydants. Quand il y a eu confinement, les agents dans le secteur minier ont été doublement confinés. Le gouvernement a confiné, les entreprises ont confiné, et cela a accru, n'est-ce pas, la vulnérabilité du personnel au virus. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut leur donner des antioxydants. Alors, le stress induit la production des radicaux libres et des espèces oxygénées qui sont à la base de beaucoup de maladies, j'ai cité, et qui provoquent aussi les mutations virales et les mutations bactériennes. Pourquoi les radicaux libres et les espèces oxygénées provoquent, n'est-ce pas, des pathologies? Ce sont des substances qui sont instables. Pour se stabiliser, ils doivent se fixer sur des lipides au niveau de l'organisme, sur des protéines. Et quand ça se fixe comme ça provoque des pathologies. Et les radicaux libres, quand ils se fixent sur, par exemple, l'ADN ou l'ARN viral, ça va induire une mutation. Ou sur l'ARN bactérien, ça induit, n'est-ce pas, la mutation. Et la mutation génère des mutants qui sont beaucoup plus virulents. C'est ce que nous sommes en train de vivre avec le coronavirus. C'est pourquoi il faut donner des antioxydants synthétiques, à l'exemple de la vitamine C, A et E, les oligo-éléments comme les zinc, les sélénium, qui ont un coût faible. Mais tous ces éléments, nous avons la possibilité de les trouver dans les aliments, comme les fruits, les céréales, le poisson, la viande. Je vais vous montrer juste quelques images. Ce que vous voyez là-bas, c'est l'équiboqué. L'équiboqué, là, est très, très important. Il contient même un antioxydant très puissant qu'on appelle superoxydase dismutase, qui lutte contre la production, n'est-ce pas, des radicaux libres dans la cellule. Mais il y en a ici, beaucoup de gens n'en mangent pas. Il faut manger ça le matin. C'est ça. Le matin. Oui, le matin, il faut en prendre. Vraiment, c'est très important parce que c'est l'antioxydant principal qui se trouve au niveau de la cellule. Et là, nous avons même une étude que nous allons publier bientôt chez les drépanocytaires qui n'en ont pas. Ils n'ont pas cette enzyme-là. La vitamine C, c'est pratiquement dans tous les fruits. Il faut manger les fruits, même les choux paumés. Voilà. Nous avons aussi le céleri, il faut utiliser dans la nourriture.
Les séléniums, voilà, là où on peut utiliser, donc on peut les trouver plutôt, la viande, le poisson et même du lait. Il y a aussi les céréales, dans le maïs, il y en a. Ça doit être le zinc qu'on trouve aussi dans le cuisse de poulet. Ici, nous n'avons pas de moules. Hein. Il faut manger des moules quand vous allez à l'étranger pour avoir les zinc. Bon, voilà. Ça, c'est l'autorisation du comité d'éthique que nous avons obtenue depuis le 12 mars à l'université de Lubumbashi pour commencer les essais. Mais pour cela, il fallait l'autorisation du secrétariat technique de la riposte. Il nous a fallu 4 mois à Kinshasa pour qu'on nous donne ça. Nous avons beaucoup souffert. C'est depuis le 24 août seulement que nous avons obtenu cette autorisation. Et maintenant, nous pouvons démarrer les essais partout avec cette autorisation. Finalement, nous l'avons obtenue. Et nous avons là les antioxydants, Hercule, et la particularité de cet antioxydant, dans un comprimé, nous avons un mélange de pratiquement tous les antioxydants que nous avons cités là-bas, vitamine E, A, C, et même les zinc et les séléniums, dans une seule gélule là. Et là, nous avons aussi, voilà, la chloroquine. C'est avec ça que nous avons démarré les essais cliniques. Malheureusement, ce n'est pas en grande quantité. Et on a commandé, pour votre information, les Cuba produit les interférons alpha. C'est là où nous avons passé la commande. Et c'est eux qui produisent plutôt les interférons à moindre coût. Mais en Europe, vous avez donc un paquet comme ça à 750 ou 800 euros. Donc c'est mortel. En conclusion, s'il vous plaît, je vais faire un plaidoyer et au niveau du gouvernement, au niveau des entreprises minières, si possible, de pouvoir soutenir la recherche scientifique en termes d'équipement, de matériel de laboratoire et surtout en subvention financière. Imaginez si on avait une subvention financière, aujourd'hui on ne serait pas là parce que l'étude ici a été conçue depuis 2012. Faute des moyens, voilà, l'étude s'est arrêtée et puis on n'a pas su continuer. Voilà, aujourd'hui on vient avec la pandémie et recommencer l'étude. Donc nous sommes toutefois tout de même convaincus que la combinaison des interférons, de la chloroquine et des antioxydants conduira à la guérison de malades dans un bref délai, moins de 20 jours. Ici, je dois vous dire que à Kinshasa, dans l'informel, nous avons vu les gens mourir sous nos yeux, mais ceux qui nous ont approchés, une dizaine de malades, nous avons guéri les gens. Nous leur avons donné, je vais vous montrer ce que nous avons ici. Ils ont été guéris en moins de 10 jours. Vous n'êtes pas malade. Malheureusement, les solutions les plus simples ne sont pas toujours le mieux applaudies. Alors, j'ai comme recommandation, je n'ai pas marqué ça là-bas, je demanderai s'il vous plaît, dans les structures, dans les entreprises minières qui sont bien structurées, de faire quand même, parce que j'ai entendu que beaucoup de cas provenaient de là, de faire un dépistage systématique. Nous sommes là, ils peuvent eux-mêmes donner le traitement à ceux qui sont malades et puis soigner aussi l'entourage de la personne qui a été testée positive. Donc ça va réduire, n'est-ce pas, la propagation de la maladie. J'ai dit et je vous remercie.